Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, Aristote. Ah oui, carrément un monument. Dante disait de lui le maître de ceux qui savent. C'est ça. Et il y a cette anecdote amusante d'un prof de Yale qui disait Platon, OK, super assistant, mais Aristote, professeur titulaire, dans n'importe quelle matière. Bah oui, ça donne une idée de l'étendue de son savoir, c'est assez incroyable. Absolument. Donc, né à Stagir, élève de Platon, 20 ans quand même, précepteur d'Alexandre le Grand, puis fondateur du Lycéa à Athènes. Un parcours déjà impressionnant. Et ce qui frappe surtout, c'est cette curiosité universelle. Biologie, logique, éthique, politique, métaphysique. Il a touché à peu près tout, une approche vraiment encyclopédique. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de, comment dire, de débroussailler tout ça. Essayer de comprendre les grandes lignes de sa pensée, son approche unique, en se basant sur ce qu'on sait de lui. Tout à fait. Et pour ça, c'est intéressant de voir d'où il part. Comment il se positionne par rapport à ses prédécesseurs et bien sûr par rapport à Platon, son maître. Justement, oui. Quelle est la rupture ou la continuité avec Platon? Alors, il faut se rappeler que Socrate et Platon avaient un peu changé la donne. Ils s'étaient détournés des questions sur la nature, sur le cosmos, ce que faisaient les présocratiques. Ils trouvaient ça peut-être trop complexe, insoluble même. Ils se sont concentrés sur l'humain, en gros. L'éthique, la politique, la philosophie pratique, comme on dit. Exactement. Et Aristote, lui, va tenter de réconcilier les deux. Il va réhabiliter l'étude de la nature. Son père était médecin, ça a peut-être joué, son intérêt pour la biologie était très fort. Ah, d'accord. Donc il observe le monde concret. Oui, mais sans abandonner les questions éthiques et politiques de Platon. Il fait le pont en quelque sorte. Une synthèse. Et cette synthèse passe par une méthode différente, si j'ai bien compris. On oppose souvent l'idéalisme de Platon à l'empirisme d'Aristote. C'est ça. Platon, bon, l'allégorie de la caverne, tout ça, il nous dit « Méfiez-vous des sens. La vraie réalité est dans les idées. » Aristote, c'est l'inverse. Pour lui, la connaissance part de l'expérience, de ce qu'on voit, ce qu'on touche. Il fait confiance au sens. Pourquoi cette confiance? Et ça tient à sa vision du monde. Il pense que le monde est ordonné, qu'il a une finalité. C'est sa vision finaliste. Chaque chose a un but, une fonction. La nature est bien faite, en gros. Et donc, si la nature est bien faite, nos sens, qui en font partie, sont fiables pour la comprendre. C'est logique. Voilà. Et pour bien utiliser cette observation, pour bien raisonner, il développe un outil logique. La logique. L'organon, comme on l'appelle l'outil en grec. Ce n'est pas une science en soi alors. Non, pas pour lui. C'est l'outil pour toutes les sciences, pour éviter les erreurs de raisonnement. Le syllogisme, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc c'est l'exemple type de cet outil logique. Un outil pour penser droit, quel que soit le sujet. Intéressant aussi qu'ils disent que la vérité est plus facile à atteindre ensemble, collectivement, que chacun apporte sa pierre. Oui. Une certaine humilité épistémologique, on pourrait dire. Chacun peut saisir une partie de la vérité. Alors comment cette méthode, basée sur l'observation, s'applique aux grandes questions? Comment bien vivre? C'est quoi le but de la vie? Il applique la même démarche. Il observe ce qui semble être le but ultime pour les humains. Et il arrive à l'eudaimonia. Le fameux bonheur. Mais c'est plus que ça, non? Oui, c'est plus riche. C'est l'accomplissement, vivre de manière excellente, réaliser pleinement son potentiel humain. Et la clé pour y arriver, selon lui, c'est la vertu. La vertu comme un juste milieu, c'est ça l'idée. Exactement. Le courage, par exemple, ni la lâcheté ni la témérité aveugle. C'est un équilibre à trouver. Et ça demande du jugement, de la prudence, la phronésis. Et ça ne tombe pas du ciel, j'imagine. Non, non, ça s'acquiert. Par l'habitude, par l'éducation. Le plaisir, d'ailleurs, est un bon signe pour lui. Si on prend plaisir à agir vertueusement, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et tout ça ne se fait pas seul dans son coin. D'où sa phrase célèbre. L'homme est par nature un animal politique, zoon politikon. Pour Aristote, on ne peut s'accomplir pleinement que dans la cité, la polis. Une cité bien gouvernée, avec de bonnes lois, aide les citoyens à devenir vertueux. L'éthique et la politique sont donc intrinsèquement liées. Complètement. La bonne vie individuelle passe par la bonne vie collective. Et sur les régimes politiques, il a une préférence? Une sorte de régime idéal? Il est très pragmatique là-dessus. Pas de solution unique. Le meilleur régime, monarchie, aristocratie ou ce qu'il appelle la politeia, une sorte de régime mixte,
Ça dépend du contexte, surtout du nombre de citoyens capables de gouverner pour le bien commun. Et il analyse aussi les dérives possibles. Bien sûr, la tyrannie, l'oligarchie, la démagogie, c'est quand l'intérêt particulier prend le dessus. Fait intéressant, il suggère qu'une bonne monarchie devrait viser à éduquer ses citoyens pour, à terme, permettre une forme de démocratie vertueuse. C'est assez visionnaire. Oui. Pour résumer les points clés de son approche, d'après nos sources, on aurait donc, premièrement, cette curiosité immense, encyclopédique. Tout mérite d'être étudié. Ensuite, la rigueur. Une approche méthodique, structurée, logique, toujours basée sur l'observation minutieuse. Et troisièmement, ce qui le distingue vraiment de Platon, cet ancrage dans le réel, cette confiance dans l'expérience sensible comme point de départ de toute connaissance. L'empirisme. C'est clair. Une méthode qui a eu une influence absolument colossale sur toute la pensée occidentale et qui a jeté les bases de la démarche scientifique. Terminé, une petite question qui ouvre la réflexion. Si Aristote fonde tout sur l'observation directe du monde sensible, comment sa démarche pourrait-elle aujourd'hui appréhender des réalités qui échappent complètement à nos sens? Je pense à la physique quantique ou aux concepts purement abstraits des maths modernes. Excellente question. Ça laisse songeur sur les limites peut-être d'une approche strictement empirique face aux défis de la connaissance contemporaine. Voilà de quoi méditer.